Bonjour Christian Bonjour Chavassieux, Philippe, bonjour. merci d'avoir accepté cette invitation à cette rencontre, à cette visio-rencontre. Alors c'est Ouais, assez, pour moi je suppose que pour toi, je ne sais pas si pour toi c'est une première, mais pour moi c'est aussi c'est une première en tout cas c'est de une faire des première. rencontres. C'est une première. Voilà. Et donc, on t'avait invité à la bibliothèque pour ce trimestre aussi, pour venir parler de ton livre Noir Canicule, qui est sorti juste avant le confinement. Et donc, fatalement, les choses n'ont pas pu se faire comme on l'avait pensé. Mais on s'est dit que ça serait bien qu'on puisse avoir quand même avoir une trace de ce livre. Et puis, ce ne sera pas seulement une trace, puisque tu reviendras à la bibliothèque à l'automne prochain, en novembre, D'accord, avec plaisir. voilà, pour en parler avec du public et avec un vrai public présent, j'imagine. Euh, voilà, donc je te présente un petit peu, simplement pour dire que à Saint-Étienne, on te connaît, en tout cas à la médiathèque, et puis tu es un auteur qui a maintenant une œuvre assez importante derrière toi, une œuvre d'œuvre publiée, en tout cas. Ah, Je suppose qu'il y a pas mal d'autres livres qui doivent être dans les tiroirs, dans les cartons, oui, comme on oui, dit. oui. Nous, on te connaît depuis pas mal de temps, hein, notamment avec un livre qui s'appelle Le baiser de la nourrice, qui était le premier livre que l'on a rencontré, qui date maintenant de 2008, hein, c'est quelque chose comme ça, Oui, non? c'est ça. 2008. Oui, exactement. 2008. Voilà, donc qu'on avait repéré quand on faisait partie de l'association Lettres Frontières, et pour lequel tu J'avais été sélectionné. avais été sélectionné pour le prix Lettres Je Frontières. faisais Oui, partie des, voilà, des, des des nommés. sélectionnés, des nommés, voilà. Voilà. Alors, simplement pour dire que tu as quand même, quand tu écris de la littérature, tu as quand même deux veines qui sont très présentes chez toi. La veine des romans, comme on dit, la littérature de l'imaginaire, et puis aussi des romans historiques. Alors, je ne veux pas reprendre simplement pour dire que le dernier, pour lequel, d'ailleurs, tu étais venu à la bibliothèque, La vie de volée de Martin Sourire, qui était un livre qui se passait donc au moment de la Révolution française. Je ne veux pas reprendre l'ensemble de l'histoire. Et c'était un livre qu'on avait beaucoup apprécié. Et puis tu as fait tu as publié d'autres livres, notamment aux éditions Nemos. Et donc tu as en quelque sorte deux veines d'écriture. Et puis là, avec Noir Canicule, tu t'immisces dans un roman beaucoup plus contemporain, puisque tu prends, même si effectivement on peut être déjà dans l'histoire, puisque l'histoire dans laquelle tu nous plonges est celle d'un couple de paysans qui va prendre un taxi pour se rendre à Cannes, donc dans le sud de la France, en plein épisode de canicule en 2003. Oui. D'ailleurs, c'est pas sans rappeler un peu notre époque, hein, une époque un peu troublée. En même temps, il y a des choses qui se passent. On ne sait pas bien exactement quels sont les dangers de ce de ce qui est en cours. Certaines personnes alertent et puis bon, on ne réagit pas forcément. Et voilà, alors moi je me disais que Noir Canicule, c'était... De quoi est-ce le nom finalement Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est cette histoire qui obéit presque aux règles de l'unité de temps, presque l'unité de lieu et l'unité d'action, on allait dire, presque les trois unités qui Ouais, si sont... on veut, presque, oui. Sauf presque- qu'on s'évade à on s'y partir va quand même de l'habitacle temps en temps sur on reste pas dans l'habitacle du taxi puisqu'il s'agit d'un Voilà. taxi et d'un couple au départ de vieux paysans qui, pour la première fois de leur vie, alors que ils sont manifestement eux, enfin notamment l'homme du couple au soir de sa vie, euh, ils sortent pour la première fois de leur campagne pour aller faire un voyage aussi long et dans une des journées les plus chaudes, les plus terribles de la canicule de 2003. De quoi est-ce que c'est le nom moi, je l'ai vraiment pensé comme un récit euh, apocalyptique. C'est ce qui donne peut-être cette ambiance très euh, presque fantastique où la mort pèse partout, où la mort est partout. Et le choix de placer ça dans la canicule de 2003, ça s'imposait. Enfin, pour moi, il y a eu d'autres
c'est une des versions de ce roman-là. Il y a une version plus ancienne, plus ample, plus riche, enfin, où il y avait beaucoup plus de personnages, pas plus riche malheureusement, plus redondante. Il y avait beaucoup plus de personnages et, euh, et il y avait une sorte de tentative de représentation de l'humanité, quoi, de tout l'échantillon humain. Je me suis aperçu, pour le bonheur du lecteur, j'espère qu'en réduisant le nombre de personnages, finalement, on avait un échantillon humain tout à fait suffisant. Et voilà, le sens, moi, au moment de l'écriture, ce que j'ai voulu créer, c'est une fin du monde. C'est un moment d'apocalypse. Voilà. Euh, Tu disais, effectivement, c'est déjà dans l'histoire, c'est en 2003, c'est déjà loin de nous. Après, il est sorti de façon un peu curieuse, ce livre, juste avant l'épisode de crise sanitaire qu'on vient de connaître. Euh, et pour nombre de lecteurs, ça résonnait Énormément, oui. incroyablement. Enfin, voilà. Évidemment, je l'ai pas voulu. J'ai pas de boule de cristal. Moi, j'ai pas su qu'il allait avoir ça. Je m'en serais bien passé, hein, puisque le livre, il a eu, mais comme d'autres de mes collègues, hein, il a eu une semaine de vie à peu près normale et encore. Et puis après, voilà. Mais il semble que les libraires l'ont gardé en rayon, que la critique est là. Enfin, la presse s'est plutôt fait un écho favorable de ce livre-là. Donc, on espère, on pense qu'il aura une vie encore au moins pendant l'été. Voilà, ça ne devrait pas être, en tout cas pour le livre, une catastrophe. Voilà. Oui. Et donc voilà, je l'ai travaillé moi dans ce sens en ayant pour préoccupation de confronter chaque personnage à à la mort individuelle, à la mort de l'autre, à la mort de façon plus générale, parce que dans ce moment, moi je me souviens très bien de la canicule comme ce moment où d'abord une ambiance très étrange autour de nous à cause de cette chaleur extrême, notamment en ville, euh, où Patrick Pelou appelait à la radio au Mm. secours parce que les urgences étaient submergées et qu'ils n'y arrivaient plus et que déjà on réservait enfin, euh, il y avait une ambiance de catastrophe qui était vraiment assez prenante. Euh, et donc mes personnages ils sont aussi confrontés à cette mort universelle. Voilà, c'est comment on traverse un moment comme ça qui est très très étonnant où c'est pas seulement une histoire individuelle, mais on sent que on rejoint quelque chose qui est universel ou qui Mhm. concerne tout le monde. Et par ça, euh, on se découvre finalement très égaux aussi. Euh, je ne sais pas si j'ai pu le faire passer, ça, si j'ai réussi à le faire passer, ce côté euh, équitable, j'allais dire, et Oui. égalisateur de la mort. De la Voilà. mort. Qui est une vieille tradition médiévale hein, dans les Mhm. danses macabres, mais c'est aussi cet aspect-là que, non pas que j'avais envie de traiter, mais qui sous-tendait toute l'écriture. Voilà. Euh, Chaque phrase, elle est pensée avec ça. Et Mhm. donc, ça donne peut-être enfin, cette espèce d'ambiance très particulière voilà, qui faisait écho à cette atmosphère étrange qu'on a, cette crise étrange qu'on a traversée. Comment tu as conçu finalement ce roman? Parce que c'est une espèce de... Ce qui est assez rare dans la littérature française, enfin je trouve, cette espèce de road trip, hein, si on peut dire ça, qui était, je trouve, un exercice qu'on voit peu dans la littérature française, l'idée d'un voyage, et dans ce voyage, il y a tout, finalement, toute une vie est dans ce voyage, et dans chacune des vies Ouais, que ouais. les gens croisent. Mm. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu comme ça en écrivant, ou est-ce que tu avais déjà au départ l'idée de cette épopée à travers un voyage qui allait mener les, les protagonistes face à leur destin? Est-ce que c'est quelque chose qui était là préexistant? Alors, il y a plein de choses, mais d'abord, il me semble que c'est pas. Alors, peut-être que dans la littérature française, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Là, comme ça, effectivement, j'en trouve pas. J'en trouve pas beaucoup, mais comme ça, mais je Et connais c'est pas vrai que beaucoup. c'est un mode, quand même, le road trip, qui est quand même très commun, enfin, qui est assez Oui, classique. non, Hein. Ben, pour dire, enfin voilà, j'ai pas cherché une originalité particulière. Souvent,
mes romans commencent en fait par un mouvement. C'est Mhm. assez fréquent que je commence par un mouvement. Dans La Vie volée de Martin Sourire, c'est un enfant embarqué dans une calèche. Dans Mausolée, c'est un personnage dans un train. Il y a Mhm. souvent, même dans L'Affaire des Vivants, c'est un petit vieux qui court Mhm. vers la mairie. Il y a souvent un effet de mouvement. Moi, ça m'aide à rentrer dans une histoire. Mhm. Donc là, voilà. L'autre truc, c'est que les deux personnages, le couple de paysans, en fait, ce sont des gens que j'ai connus, moi. Ah, L'anecdote de d'accord. leur départ de leur aller-retour pour Cannes. Alors, c'était pas Cannes, c'était ailleurs, mais la distance était aussi importante pour eux, et je les ai connus, et ils étaient jamais sortis de chez eux. Mhm. C'était très, très marquant que ces personnes-là, qu'on avait toujours vues pratiquement fossilisées dans le cadre où on les connaissait, d'un coup s'évadent sur une journée comme ça. Voilà. Eux, c'était pas en pleine canicule, c'était bien avant. Enfin, donc, cette idée de voyage, de trajet, elle était présente d'emblée. Et ensuite, je ne sais pas comment se fabriquent les choses, moi, je maîtrise jamais ça. Mais le fait que ce soit un voyage, je décide de mettre une femme chauffeur de taxi, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie que ce soit une femme chauffeur de taxi. Ça crée d'emblée un huis clos. Euh, et l'idée de l'unité de temps, en fait, des 24 heures pratiquement, elle s'imposait un peu. Enfin, tout ça vient assez vite se greffer, s'imbriquer. Après, il y a tout le reste est encore à faire, mais il y a des choses qui assez naturellement s'imposent. Voilà. Noir Canicule a commencé un petit peu en imbriquant comme ça ces quelques données que j'avais d'emblée. Et si je dis que c'est aussi, enfin moi je l'ai lu aussi comme ça, mais c'est peut-être à tort. Je me disais c'était presque un voyage au sein de presque de la France des Gilets jaunes aussi, une certaine France de la ruralité qui se déplace sur ces grands axes, qui sont Ah oui. les grands axes de déplacement de toute qui viennent de l'Europe, puisqu'on est en plein milieu des vacances aussi, des vacances de 2003, et aussi qui sont confrontés avec peut-être à des situations, à des gens qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer, et puis en même temps, c'est aussi, tu racontes aussi leur quotidien et le quotidien de ce que c'est que la ferme, les travaux de la ferme, les désirs d'ailleurs, d'aller ailleurs, de voir ailleurs, et puis en même temps l'impossibilité là, parce Et on oui, est très loin. l'assignation à résidence, comme L'assignation à résidence, un peu appellerait quelque sorte. quelqu'un. Mais alors, Euh, c'est pas élaboré intellectuellement, hein. oui, Simplement parce que ce sont des gens qui, oui, d'un certain niveau social, voire même d'un certain niveau intellectuel ou culturel en tout cas. oui, C'est-à-dire oui, que pour moi, Lily, j'ai oui. donné quelques éléments comme ça. C'est pas une intellectuelle du tout, hein. Non, oui, oui, bien sûr, Euh, c'est pas. Sa référence au niveau chanson, c'est Gérald Palmas, c'est Johnny. Oui, Euh, Au niveau des livres, il y a son ex qui est apparemment quelqu'un qui a beaucoup plus lu qu'elle, mais oui. ce qu'elle a réussi à lire, c'est un bouquin d'Alexandre Jardin. Quand il lui montre Les ailes du désir, elle s'ennuie. Voilà, Mhm. donc c'est pas du tout une intellectuelle, et elle a affronté, n'empêche la vie avec ses enfants de façon assez solide, même sans avoir le bagage intellectuel. On a les armes qu'il faut si on, voilà, enfin, elle, c'est quelqu'un qui est quand même armé pour se battre contre les difficultés de la vie. Voilà. Donc, ça rejoint, oui, peut-être, ça décrit effectivement une certaine France qui a, qui a, qui a de quoi ruminer des reproches. Naturellement, parce que d'emblée, chauffeur de taxi, paysan, on est dans un milieu social comme ça. Voilà. Mhm. D'ailleurs, si je peux encore juste j'ai parlé tout à l'heure des versions plus anciennes, où il y avait beaucoup plus de gens, etc. Il y avait comme ça des personnalités qui allaient s'élever qui étaient beaucoup plus hautes dans la société. Celle qui reste de ça, la trace de ça, c'est Livia, la sœur de Nicolas, donc l'ex-mari Sur Nicolas. de Lily, et qui est justement une sorte de, pas une chef d'entreprise, mais en tout cas, on voit elle est sûrement Mhm. directrice d'un truc un peu important, voilà. Donc il y a quand même encore
il réside encore, il subsiste encore des traces de cet ancien échantillon d'humanité. Et, euh, et moi, ce que je voulais, c'est aussi de dire que c'était aussi. Alors, c'est pas vraiment un roman choral, parce qu'en général, le roman choral, c'est plutôt les personnages qui sont directement en lien et qui racontent leur histoire. Mais c'était quand même ça. C'était tu es le narrateur. Enfin, il y a un narrateur, et en même temps, c'est le point de vue c'est le point de vue de tous ces gens sur cette journée qui les marque à tout jamais, à bien des égards, puisque Oui, bien sûr, ouais. je veux pas aller plus loin, puisque là, c'est au lecteur de faire le travail et de lire. Et c'est vrai, on est tenu en haleine, mais j'ai trouvé ça très fort, la manière dont tu faisais intervenir en peu de mots, tu arrivais à brosser des situations on arrivait très bien à être de plein pied avec la vie de tous les personnages, non seulement de ce couple de paysans et même de Lily, mais en même temps de tout ce qui était autour de ces personnages, de tout ce qui gravite autour. Et voilà, je trouvais aussi que ce procédé, en plus dans ce taxi dont on imagine tout à fait le parcours, on le suit mentalement sur la carte, on est avec le taxi, on descend, et je trouvais ça très fort, parce que c'est pas un très grand roman, c'est pas un très grand roman Non, non, au il sens y du a nombre de pages, je veux dire, au sens du nombre de pages. quelqu'un Euh, qui connaît bien quand il l'a reçu, m'a dit, mais il y a Qu'est-ce qui tout s'est là, passé? il y a qu'une partie ou c'est... Voilà, non, non, j'ai fait court pour une fois. Et d'ailleurs, justement, par rapport aux considérations euh, par rapport au roman choral, effectivement, tu as raison, c'est pas exactement un roman choral, puisque chaque personne ne s'exprime pas vraiment longuement. C'était un défaut d'une des versions précédentes, où il y avait beaucoup de considérations sur euh, méditatives, sur la mort, etc. J'ai supprimé pratiquement tout. Euh, pour laisser le lecteur penser, parce que c'est pas la peine de lui dire ce qu'est la vie, il en a certainement une aussi bonne idée que moi, ou certainement aussi riche, aussi complète que moi. Donc c'était pas la peine que tous les personnages, parce qu'en plus j'avais beaucoup de personnages, comme je te l'ai dit, et donc tout ça a été redondant, et ça finissait Mhm. par... Donc j'en ai beaucoup supprimé, et dans cet exercice de réduction des personnages et de la majorité de leurs réflexions, il reste ce texte-là qui effectivement, que j'ai aussi retravaillé dans le sens de la sécheresse, ça c'est Mhm. pour être plus tenu, quoi, Oui. plus sec, voilà. Oui, ça, voilà. Enfin, voilà Le lecteur enfin, le lecteur fait son travail aussi. Et du coup, je trouve que on le fait très très bien. On est très facilement emmené et on voit exactement on voit tout de suite les personnages. C'est là aussi, je trouve que c'est un exercice aussi toujours enfin, il me semble pour un écrivain d'arriver à très vite à camper les personnages. Et on est très vite de plein pied avec leur destin, avec ce qu'ils sont, et on voit tout de suite le milieu d'où ils sortent. Et ça, c'est quand même c'est quand même toujours un tour de force, je trouve, pour un écrivain, enfin, chez un écrivain, d'arriver à faire vivre les personnages très vite. Ils sont très vite là, très vite on a compris à qui on Oh, avait affaire. oui, Voilà. oui, merci. Alors après, je veux pas, voilà. Donc, ce que je voulais te demander, si tu pouvais peut-être lire pour qu'on puisse donner une petite idée de l'écriture et du roman, lire un passage, si tu le souhaites. Oui, Et oui, puis bien peut-être sûr. on reparlera tout de suite après, si ça ne te dérange pas, comment dire, qu'est-ce que ça fait de ne pas défendre un livre ou de ne pas avoir à le défendre aussi? Parce que c'est quand même ça, quand même, c'est terrible, je veux dire, d'avoir un livre et puis hop, on est privé on est plus ou moins privé de ce qui se passe derrière, de faire peut-être le service après-vente, enfin, je ne sais pas comment on peut, non, c'est peut-être pas très joli comme Voilà, expression. oui. On va peut-être d'abord C'est un écouter. passage du début, donc où ben, on va connaître quelques personnages dans ce début de canicule, là, enfin, en pleine journée, c'est le début de la journée. La température dans l'appartement mal isolé en pleine ville s'accrochait à des sommets, et rien ne semblait pouvoir l'en faire dévisser. Daniel, c'est deux LE, c'est une femme, ouvrait grands fenêtres et portes toute la nuit. Le jour, les pièces gardées dans la pénombre invitaient des vents coulis qui se refusaient et gisaient sur le seuil. Jour et nuit, le lit de son mari était encerclé par une batterie de ventilateurs. Malgré tout, l'état de Pierre empirait. Il suffoquait. Il cherchait l'air comme une tortue saisit sa nourriture, cou tendu, bec écartelé, puis refermé d'un coup, avec une lenteur de fossile.
Pâle, moite, il n'arrivait plus à parler. Ses yeux écarquillés suppliaient sa femme de faire quelque chose. L'évanouissement guettait. Daniel tournait autour de son bonhomme en se tordant les mains. Que faire? À bout de nerfs, au bord de la nausée elle-même, elle se décida à appeler sa fille, Livia. Il lui fallait toujours faire valider la moindre de ses décisions par un tiers. Sa fille, en l'occurrence, elle n'avait qu'une confiance relative en son fils Nicolas, qu'elle considérerait toujours comme un grand dadais indécis. Que Livia habite à 300 kilomètres de là et Nicolas à quelques pâtés de maison n'entrait pas dans son calcul. De tout temps, Livia était celle qui savait prendre les bonnes décisions. Jamais elle ne la renverrait à son propre jugement en lui rétorquant « c'est à toi de voir », phrase qu'elle redoutait au-delà du concevable, que Nicolas lui avait déjà assénée en soupirant, la blessant à jamais. Livia décrocha de suite malgré l'heure matinale. Avant que sa mère lui explique, elle savait. Elle interrompit la complainte de Daniel. Il souffle, il a du mal à respirer, je ne sais pas, à ton avis, j'appelle un médecin, j'appelle qui? En lui ordonnant, car ce fut un ordre, d'appeler le 15. De son côté, elle téléphonerait à Nicolas pour qu'il vienne l'aider, lui qui était sur place. Voilà, réglé en 30 secondes. C'est ce qui était bien avec Livia, tout s'accélérait et devenait simple. Daniel, délivré du fardeau de la décision, composa le numéro. À sa grande surprise, on prit son angoisse au sérieux. Elle avait douté qu'il suffise de dire « Mon mari fait un malaise à cause de la chaleur » pour qu'on s'inquiète de son sort. Et on lui confirma la venue d'une ambulance qui s'annonça au pied de l'immeuble 15 minutes plus tard, peu après l'arrivée de Nicolas. Nicolas, tout ensommeillé, fébrile, furieux contre sa sœur, furieux contre sa mère, n'avait pu que constater l'état de son beau-père. Sans ménagement, il l'avait déshabillé. « Maman, mais pourquoi tu m'as pas appelé, bon sang ?» Elle dodelinait, ses lèvres remuaient des mots inaudibles où échappait parfois un gémissement de panique. Nicolas trempa un drap dans la baignoire, l'essora avant de venir le plaquer doucement sur Pierre. Ce faisant, il avait peur de créer un choc thermique, mais il lui avait semblé que l'urgence réclamait un moyen radical. « Si tu as des glaçons dans le frigo, mets-les dans le plastique et apporte-les. » Daniel le considéra, bouche bée. « Quoi? Tu n'en as pas? Ou un sac de légumes congelés ?» Elle s'illumina, jamais elle n'aurait pensé à ça. Elle fila dans la cuisine. Nicolas remarqua le pichet d'eau sur la table de chevet. Au moins, elle l'avait forcé à boire. La sirène de l'ambulance tonitruait par la fenêtre ouverte. Les éclats bleus donnaient des coups de sabre dans les façades de la rue. Quand les ambulanciers pénétrèrent dans la chambre, ils parurent à Nicolas d'immenses envoyés d'un autre monde, et la pièce, minuscule à leur échelle. Jamais il n'avait perçu à quel point la chambre parentale était sinistre et basse de plafond. Bon, je pense que c'est un extrait qui donne. Enfin bon, voilà. Un extrait qui donne aussi. Et ce que tu as, enfin, ce que je trouve aussi remarquable dans ton livre, c'est aussi ce que c'est que la chaleur, ce que c'est aussi que la chaleur physiquement. On ressent tout à fait physiquement cette chaleur de cette canicule qui plombe les gens. Et là aussi, c'est très bien rendu dans ton livre. Et si on dit aussi que ça peut être aussi que ton livre peut être aussi lu comme un polar, est-ce que c'est quelque chose qui te... Ben, écoute, ça a été, c'est pratiquement vendu un peu comme ça. Ouais. Moi, tu sais, on a déjà eu des discussions et Oui. je me suis déjà de nombreuses fois manifesté protestant contre cette notion de genre. Après, polar, peut-être. Roman noir, plutôt. C'est Roman noir, plus sûrement, peut-être plus roman sûrement noir. roman noir, parce qu'on va pas défrayer, enfin, Mhm. révéler trop de choses, mais il peut y avoir un aspect polar, effectivement, mais plutôt, effectivement, roman noir. Roman Euh, noir. euh, Quand je l'ai écrit et chaque bouquin que j'écris, je sais pas ce que je sais Ouais. pas où ça va se même mes romans d'imaginaire, je sais Oui. évidemment que ça va pas être on va pas pouvoir mettre ça dans les romans historiques, mais à la limite pour moi ce serait presque Oui, utopique. Voilà. on pourrait, effectivement. C'est mais bon pour vous Médiathèque, pour les libraires, pour les lecteurs, je sais bien qu'on est obligé de passer par là. Alors pourquoi pas roman noir? Polar, Oui, non, non, ça vraiment. suppose, oui, Ouais, ouais. c'est trop tirer le livre vers quelque chose d'une énigme et voilà, il y a plus, En fait, bien sûr, il y a peut-être des révélations mais à mon avis, je sais pas, disons qu'assez tôt même, le lecteur peut avoir deviné des choses. Donc, euh, ouais. je fais pas tourner autour de l'intrigue autour de est-ce qu'on va savoir ce qui se Oui, voilà, voilà. passe, Non, etc. non, non, Ça, non. c'est pas grave, ça. Enfin, c'est du détail. Le lecteur pourrait être très fier au bout de 3 pages d'avoir trouvé quelque chose. Tant mieux pour lui, mais ça,
ça n'importe pas pour moi. Oui. En tout cas, d'emblée, on sait tout de suite qu'on est dans du tragique, que il y a Ça, une tragédie. ouais, Voilà. ouais, Et ça, c'est quand même là aussi, ouais. c'est fort aussi parce que dès qu'on lit dès qu'on lit les premières pages, pourtant rien, mais tout de suite l'atmosphère est là et on se dit que oui, waouh, on est parti vers quelque chose de, il y a Oui, le sûrement ressort se détend, va se détendre et on va assister à quelque chose de tragique, en tout cas qu'on va connaître une fin qui n'est pas celle, enfin qui est tragique en tout cas. ouais, ouais, Eh ben, certainement. oui, je voulais revenir à cette question pour un écrivain, c'est quoi, enfin, finalement, d'avoir une œuvre, d'avoir un travail qui sort, un livre qui est publié, et qui, voilà, hop, une semaine après, c'est fini, enfin, c'est fini, rideau, enfin, pas complètement, puisque tu l'as dit, Oui, comme tout à heureusement, l'heure. apparemment, il tient encore un peu le coup, mais évidemment, que dire? Moi, je suis assez fataliste, alors bon, d'abord, comment dire, non pas que je sois paranoïaque ou que j'ai le sentiment que, il y a des grandes forces obscures qui s'acharnent contre moi, mais je me dis, bon, bah oui, c'est normal, c'est moi, donc c'est normal que ça me tombe dessus. C'est voilà, c'est pas voilà. Évidemment, c'est frustrant. Maintenant, là, je commence à avoir quand même des appels de bibliothèques euh, je vais être aux automnales à 7 aussi. Oui. Je vais Mhm. aller à la bibliothèque à la médiathèque de Gilly-sur-Isère. Je vais aller à la bibliothèque pour tous à Saint-Germain-en-Laye. Je suis allé dans quelques bibliothèques dans ma région. Donc, on va pouvoir quand même le défendre un peu, ce livre. Mhm. Je vois que la presse en parle, continue d'en parler un peu. Donc, tout n'est pas. Il est encore là, quoi. Ouais. La canicule n'a pas eu Non, raison de pas lui. complètement. Pas la canicule, pardon, le Covid, ou la Covid, n'a pas eu Vide. raison de lui complètement. Donc, il va avoir une petite vie. Et puis voilà. Puis je sais il y a eu déjà des préemptions pour le sortir en poche chez d'autres maisons d'édition, etc. Donc il aura quand même une vie et ça atténue quand même grandement mon, ma frustration du début du confinement. Voilà. Bon, eh bien, Merci, merci Philippe. Christian d'avoir accepté cet exercice qui n'est pas facile parce qu'on ne sait jamais bien comment. Voilà. Toi, ça va, hein. Non, non, ça a été. Non, non, mais merci beaucoup. Et puis, Merci. Merci. Voilà. bien, on se retrouvera certainement en novembre à la bibliothèque Plaisir. pour en parler un peu plus et puis pour nous dire aussi tes projets d'écriture parce que j'ai D'accord. su que tu étais sur différents projets. Voilà. Merci Merci à beaucoup. toi. Bonne fin Merci. d'après-midi. À bientôt. Au revoir, Merci. Au Christian. revoir.